entrepreneurs. C'est un contenu qui est proposé en partenariat avec InfoBref, qui propose l'essentiel des nouvelles en 10 minutes par jour sous la forme d'infolettes quotidiennes, donc n'hésitez pas à vous abonner à infobref.com. Ce mois-ci, on propose l'édition en partenariat avec le Santec et j'ai avec moi Olivier. Bonjour Olivier. Bonjour. Peux-tu nous dire le sujet qu'on a choisi pour cette édition et pourquoi on a décidé de parler de ce sujet? Donc, au Santec, on est un incubateur de start-up technologiques. On accompagne des start-up sur un programme de 3 mois suivi d'un programme de 2 ans que Real Vision ont fait. Mais la partie qu'on est moins connue, c'est au niveau de la partie d'innovation corporative. Donc, le Collision Lab est né à l'automne 2018 de la volonté du Santec et de l'ETS d'offrir des locaux et d'immerger dans notre écosystème entrepreneurial des grandes entreprises. Alors, ce qu'on fait avec ces grandes entreprises, c'est qu'on les aide à améliorer leur performance, entre autres avec des technologies de start-up, que ce soit au niveau de leur productivité ou de leur empreinte environnementale. Donc, on va le voir dans le projet qu'on va vous présenter aujourd'hui. Et comment on s'y prend? C'est assez simple, hein? On fait des appels de projets, des jurys, des sélections de start-up et on vient choisir et qualifier les meilleures start-up qui répondent aux besoins de l'entreprise pour le projet. Super, effectivement vous nous accueillez dans une belle salle aux couleurs du port. Alors peut-être que tu peux nous présenter nos deux invités. Oui, ben donc, comme je l'ai dit, on a Simon et Dave, donc je vais les laisser se présenter leur rôle spécifique. Je suis Simon Savard, je suis analyste en veille stratégique innovation pour le port de Montréal. Ça fait plus de 4 ans que je travaille au port. Puis je suis entré dans mes fonctions, puis à peu près en même temps que le port s'est associé avec le Santec, je suis devenu un peu responsable des projets d'innovation qui sont faits avec le Santec. Donc ça fait un moment que vous travaillez ensemble? Oui, depuis l'arrivée d'Olivier au sein de Santec. Oui, donc le port est partenaire chez nous depuis le tout début du Collision Lab à l'automne 2018. Et je m'appelle Dave Jane, PDG de la compagnie Real Vision Analytics. Notre but, c'est de réduire la consommation de carburant pour les chemins de fer, donc dans l'industrie ferroviaire, et aussi réduire les émissions à gaz à effet de serre. Excellent. Donc vous avez commencé à travailler ensemble à partir de quand? Je pense que ça a commencé il y a 1 an à peu près maintenant. Oui, environ 1 an, exactement. Oui. Donc c'était Santec qui a fait l'introduction, puis on a commencé à parler ensemble, le Port de Montréal et Real Vision. Et on a vu que c'était un beau projet à commencer ensemble. C'est sûr qu'il y avait plusieurs défis pour commencer. Nous, on est plus dans les opérations mainline, les trains qui font des trajets un peu plus longs. Mais ça, c'est une opération très, très différente. Donc, Simon pourrait dire, un port, c'est aussi juste, des fois, le monde me demande comme, mais le port de Montréal, comment est-ce que ça a rapport avec l'industrie ferroviaire? Mais le port de Montréal, c'est pas mal juste un chemin de fer qui est... On les voit, les rails d'ailleurs. C'est ça, qui déplace les trains vers les bateaux. Donc, c'est ça, c'est Santec qui a fait l'introduction, puis c'était quelques mois après ça, on a commencé le projet tout de suite. Ouais. Donc Simon, tu pourrais nous parler un petit peu de ce que le port fait au niveau de l'innovation et surtout avec les startups? En fait, pour le port de Montréal, on pourrait dire qu'on a quelques formes d'innovation au port de Montréal. Je peux vous en nommer quelques-unes. La première forme, ce serait des projets, des partenariats, en fait, qu'on fait avec le monde maritime. Pour donner quelques exemples, on aurait le port de Montréal qui est membre de Chainport, en fait, qui est un partenariat entre ports intelligents à travers le monde, qui partage des innovations, des meilleures pratiques. On fait également partie d'initiatives comme TradeLens, qui est une plateforme qui vise à numériser d'une manière cybersécure, dans le fond, les échanges de documents de la chaîne d'approvisionnement mondiale, puis qui vise aussi à augmenter la visibilité du transit du cargo. Puis notre deuxième forme d'innovation, ce serait, disons, des projets en partenariat avec des entités comme les gouvernements locaux, surtout sous forme de MVP. Donc un bon exemple de ça, ce serait le projet qu'on a fait qui s'appelle Cargo 2AI, qui a été développé en partenariat avec Scale AI, puis d'autres différents acteurs de la chaîne logistique durant la pandémie, dans le but de répondre à une pénurie en biens essentiels. Puis notre troisième forme d'innovation, c'est la preuve de concept. C'est essentiellement ce qu'on entreprend ici avec le Santec. Donc, le port de Montréal est présent au Santec dans le but d'accélérer son cycle d'innovation. Donc, on travaille avec des startups sur des cycles très courts. Ça nous permet d'avoir des résultats rapidement.
Puis pour nous, en travaillant en mode agile puis en preuve de concept, on réduit le risque financier qui est lié à l'implantation de nouvelles technologies. Puis jusqu'à maintenant, on a 7 projets depuis notre début au Santec. On en a 2 dans le pipeline en ce moment, dont celui avec Real Vision ici. Puis le Santec nous permet notamment d'explorer des possibilités d'amélioration de nos opérations, aussi d'amélioration de nos prises de décision, puis amélioration évidemment de notre bilan environnemental. Quand tu parles de cycle court, c'est combien comme horizon à peu près? Quand on parle de cycle court, on vise idéalement le 3 à 6 mois. D'accord. La plupart, on se rend compte que la plupart des projets avec des startups, c'est pas nécessairement parce que c'est la startup, mais c'est le maillage entre une startup et une grande entreprise. Les délais sont un peu plus longs que prévu souvent. On observe ça à travers nos projets, que les délais sont plus longs qu'on pensait. Mais en travaillant dans un mode incrémental, comme dans l'agilité en fait, ça nous permet de développer de la valeur le plus rapidement possible, intégrer cette valeur-là, puis essayer de tester le plus rapidement possible. Mais évidemment, il y a certainement des défis. Là. On va sûrement y revenir, mais il y a des défis à travailler entre la start-up et l'entreprise. Je pense que des temps de travail plus longs que prévu, ça arrive dans beaucoup de contextes. Effectivement. Et merci pour cette présentation quand même globale de vos activités avec les startups. Est-ce que tu peux nous expliquer plus spécifiquement en quoi consiste votre collaboration avec Real Vision? J'ai entendu empreinte environnementale ici, alors je suis curieuse de voir un petit peu ce que vous faites ensemble. Donc, avec Real Vision, on est en train de compléter une preuve de concept qui vise à réduire la consommation de carburant, à réduire les émissions de gaz à effet de serre et améliorer la sécurité de la conduite des trains. On est presque à la ligne d'arrivée. On va bientôt installer des écrans à bord des locomotives qui vont être alimentés par la solution de Real Vision, qui, elle, va donner des recommandations aux manœuvres, des recommandations sur les manœuvres des conducteurs de locomotives au port. Leur mandat, ça consiste essentiellement à analyser les comportements actuels qu'on a au port, puis d'utiliser l'apprentissage automatique pour recommander sur les manœuvres qui vont être à venir pour les conducteurs de locomotives. D'accord. Et Simon, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu qu'est-ce que le port a mis en place pour travailler avec des startups? En fait, quand on a commencé à travailler avec le Santec en 2018, avec notre partenariat, on s'est vite rendu compte que quand on travaille avec des startups, nos processus d'approvisionnement étaient un bloquant pour les startups. Donc, à leur stade de maturité, les startups ont peu de ressources pour parcourir des contrats de plusieurs dizaines de pages. Donc, on a été obligé de revoir notre politique d'approvisionnement pour faciliter l'accès aux startups à des contrats de type de preuve de concept, en fait. Ce qu'on a fait aussi, c'est de mettre en place un bon processus de communication avec les startups avec lesquelles on travaille. De cette façon-là, on est capable de gérer en amont les attentes qu'on a envers les startups avant de commencer un projet, puis vice-versa aussi, c'est la même chose pour la startup, elle va savoir à quoi s'attendre. Puis, on va savoir les deux qu'on a besoin de faire preuve de flexibilité des deux côtés pour que la start-up, elle, qui veut rentrer dans le projet très rapidement, qui veut livrer très rapidement pour montrer, dans le fond, sa valeur sur le marché, autant que l'entreprise va dire que ça va très vite pour une entreprise de travailler avec une start-up, mais tout ça, c'est du bon quand on fait du maillage ensemble. Donc, il faut vraiment être en mesure de comprendre la réalité de qu'est-ce qu'une start-up fait de son côté, puis aussi la réalité de qu'est-ce qu'une entreprise fait de son côté, pour qu'on puisse arriver à des conclusions qui sont positives pour tout le monde, en fait. Je vais ajouter aussi que le processus d'approvisionnement, ça nous aidait vraiment beaucoup et je pense que ça aide la plupart des startups parce que, comme Simon a dit, les startups n'ont pas les ressources à l'interne, pas juste pour les contrats, peut-être même le temps, comme tu sais, c'est un processus qui prend 6 mois, la plupart des startups n'ont même pas assez de runway pour arriver à la fin de ces 6 mois juste pour commencer le projet, donc c'est une des choses qui le rend beaucoup plus facile à travailler avec une grande entreprise, juste d'avoir ce processus d'approvisionnement qui est beaucoup plus simple. Ouais. Je pense qu'en début de parcours, les premières startups avec qui on a travaillé vont s'en souvenir. C'est un processus qui a pris plusieurs mois au début à pouvoir concrétiser. Puis, on peut le soulever, là, Prévu 3D, merci à Prévu 3D qui a mis beaucoup d'efforts en début de parcours, qui a été la première startup avec qui on a travaillé. Donc, eux ont un peu fait changer les processus d'approvisionnement pour la suite. Puis, je pense qu'avec toi, c'était quelque chose d'une semaine, puis c'était fini. Là, donc, c'est vraiment différent, les contrats qu'on va donner au niveau des approvisionnements des startups en preuve de concept vis-à-vis ce qu'on fait à l'interne pour tout autre soumissionnaire pour
un territoire là, qui est de 26 km, donc c'est quand même pas rien à gérer pour nos gens d'approvisionnement. Donc, il fallait trouver une manière de rendre ça très simple, sinon on allait se tirer dans le pied et on allait faire les choses pour rien parce qu'il n'y a pas de start-up ou à peu près pas de start-up qui a envie d'avoir les reins solides comme ça avant de travailler avec une corporation comme la nôtre. Donc c'est une question de facilité et de rendre plus rapide l'accès aux données. Mais en fait, c'est que les processus ils doivent être simplifiés pour une start-up parce que les types de clients avec qui on travaille naturellement, c'est des clients qui sont capables de prendre des très gros contrats à très long terme, souvent. Par exemple, nos locataires ont des baux qui sont plusieurs dizaines d'années. Oui. Donc, ça, c'est les habitudes qu'on a, c'est de travailler avec des clients qui sont très, très gros. Donc, quand on arrive avec une start-up qui a, des fois, on a vu des start-up avec 1 employé, 2 employés, 3 employés qui travaillent avec nous. Donc, ça, c'est normal, mais il faut aussi considérer que si on veut entrer dans un projet puis essayer de changer les choses, être en avant de la vague aussi avec nos idées, notre transformation numérique par rapport à ce qui se fait dans le monde, il faut aussi changer notre manière de faire à l'interne. Donc, ça, c'est en soi une innovation que nous, on a mis de l'avant, peut-être par rapport à d'autres parts à travers le monde qui sont encore très rigides dans ce contexte-là. Puis toi, Dave, tu avais travaillé avec d'autres grandes organisations aussi. Oui. En général, quels sont les défis que tu as pu rencontrer dans ces collaborations et comment les solutions sont arrivées? Ben, c'est sûr que dans tous les projets en informatique, il y a tout le temps ce problème de l'accès aux données. L'accès aux données, qualité de données, stabilité des données, fiabilité des données, tout ce qui a rapport avec les données, c'est toujours un problème dans tous les projets informatiques. Et souvent pour nous autres aussi, ben, notre produit, c'est un produit qui utilise les données de notre client. Et donc, il y a toujours la phase d'intégration de données. Et ça prend beaucoup de temps. C'est un peu différent pour chaque client. Plus que le client a des systèmes avancés, ben, plus que c'est complexe pour nous ou ça prend plus de temps. Donc, ben, le port de Montréal, c'est un client dans l'industrie ferroviaire qui a des systèmes très, très avancés pour leurs données, qui présentent beaucoup d'avantages, mais c'est ça qui présente un défi aussi parce qu'il y a encore beaucoup plus d'intégration à faire. Donc, ouais, je pense que ça, c'était un des plus gros défis. Et aussi, ben, juste pour nous, et aussi, c'est quelque chose qu'on va continuer à découvrir, mais le challenge d'offrir ce produit dans le marché de ce qu'on appelle le switching ou shunting, parce que normalement, on travaille avec les compagnies qui gèrent les trains qui font des plus longues distances. Et donc le switching, c'est des plus petites distances? Oui, c'est les plus petites distances où on pourrait dire que c'est les manœuvres dans un yard. Donc, quand on dit les opérations mainline, normalement, c'est juste une voie ferrée et c'est vraiment juste optimiser comment que le train va se déplacer de A à B. Mais dans une opération de switching dans un yard, ben, il y a plusieurs opérations qui se font en même temps. Tu rentres dans un track, tu reviens, tu rentres dans un autre track. Donc, c'était juste un problème différent. Mm-hmm. Encore dans le même domaine de problème à résoudre, de comment modifier, peut-être modifier, c'est pas le meilleur mot, mais changer le comportement des ingénieurs pour économiser sur le carburant. Donc ça c'est un grand défi aussi, ou peut-être un défi qu'on va continuer à voir quand on continue à travailler ensemble, mais l'accès aux données, c'était le premier défi, et peut-être le défi le plus important. Oui. Mm-hmm. Ouais. Et déjà aussi, quand on est déjà allé au port, puis on a travaillé avec les ingénieurs un peu pour leur montrer le produit, et on a reçu que du très bon feedback sur le produit, même si c'est quelque chose qui touche à la mentalité des gens, qui touche à leur comportement. Jusqu'à date, on a reçu du très bon feedback là-dessus. Donc, ça va être très intéressant de continuer à voir comment ça développe. Ouais. Mm-hmm. Dave, dans ton développement de start-up, tu as travaillé avec le Santec et peut-être avec d'autres incubateurs. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça a accéléré aussi le développement de l'entreprise? Oui, vraiment beaucoup. Le Santec était là dès le début, vraiment. Donc, quand je suis arrivé au Santec, je pense que c'était moi plus un stagiaire. Mm-hmm. Donc, il n'y avait pas vraiment grand-chose dans Real Vision à ce moment-là. Le Santec, ça nous a toujours donné ce soutien-là, soit pour financement, juste pour comment bâtir une entreprise,
d'autres ressources, le recrutement, le talent, plusieurs soutiens qui étaient vraiment importants pour nous. L'introduction au port de Montréal, juste pour nous aider avec les clients aussi. Donc, le Santec, c'était vraiment le groupe qui nous a vraiment aidé à partir de l'entreprise et je me sens très confiant que le Santec va toujours être là pour continuer à nous aider. Donc, si on n'avait pas été là, si on ne t'avait pas mis en relation avec le port, est-ce que c'est un client que tu serais allé voir au niveau ferroviaire? Peut-être. C'est une question compliquée parce que, comme j'ai dit, c'est un client qui est très différent pour nous autres. C'est un client qui est très unique, très spécial parce que ça représente juste ce segment de marché du switching, de shunting. Donc, normalement, on vise le client plus dans les opérations mainline. Donc, peut-être niveau priorité, peut-être on serait allé voir d'autres clients, mais c'est difficile à dire parce que on ne peut jamais savoir exactement ce qu'on aurait fait. Mais c'est sûr que ça a aidé vraiment beaucoup. Puis je pourrais même dire que si le Santec n'était pas là pour faire l'introduction, ce ne serait pas évident pour nous autres d'aller voir le port de Montréal pour commencer ce projet-là. Surtout que ça venait avec un défi de taille, de changer complètement l'opération que tu appelles mainline. Le mainline. Vraiment d'un point A à point B. Puis nous, si on peut le simplifier pour les gens qui regardent ça, c'est comme de jouer à Tetris pour nous, le shunting. C'est de dire, OK, comment est-ce que je vais prendre mon convoi ici? Parce que notre travail au port, c'est de prendre les convois qui arrivent de CNSCP, nos clients, les entrer dans notre territoire, les décomposer, puis aller les livrer aux terminaux, puis faire le contraire aussi, puis assembler des trains pour qu'ils soient prêts à être livrés aux destinations hinterland qu'on appelle, là, donc les destinations d'arrière-pays pour nos clients partout en Amérique du Nord. Donc, ça devenait vraiment un défi. Puis avec les équipes là, au niveau de la science, ils ont recommencé les analyses complètement en se fiant sur une donnée historique. Ils ont commencé avec une nouvelle approche complètement, ce qui est super intéressant pour nous puis pour eux aussi. Donc, nous, on regarde ça aussi dans les échanges qu'on a avec les startups. C'est comment est-ce qu'on est capable d'ajouter une valeur qui n'existe pas aussi pour les startups avec qui on travaille. C'est pas un travail, oui, c'est un travail égoïste de chacun des deux côtés. Tout le monde veut gagner de ça, mais quand on est capable d'aller chercher plus que juste notre part du morceau, puis on est capable de dire on a aidé la startup à aller chercher un nouveau créneau ou s'ouvrir des nouvelles portes sur une industrie différente, en fait. On est content de collaborer puis d'être capable de leur donner un accès à ça. Et qu'est-ce que ça vous a apporté chez World Vision de travailler avec un client aussi important que le port, mais simplement ce client-là aussi? Qu'est-ce que ça vous a apporté en termes d'innovation, de développement d'affaires? Pour ma part, la première étape d'une bonne collaboration entre grandes entreprises puis les startups, c'est de bien présenter aux entreprises en fait les défis auxquels une startup fait face. Donc, l'entreprise doit comprendre la réalité de la startup. Donc, son nombre d'employés qui est souvent plus limité, qui va être par contre dédié probablement entièrement au projet ou presque entièrement à quelques petits projets. Donc, ça, c'est un plus de travailler avec une startup vis-à-vis d'une grande entreprise qui va dire « t'es juste un morceau de mon chiffre d'affaires, en fait ». Donc, il y a un service qui est pas mal plus dédié à travailler avec une startup, mais il faut faire comprendre ça aux entreprises aussi. Puis aussi, c'est un travail par itération de travailler avec une startup. C'est quelque chose qu'on n'est pas habitué au niveau d'une grande entreprise parce qu'on a souvent le mode waterfall dans les entreprises au niveau des projets. Puis les startups, elles, vont souvent aller dans l'agilité parce que c'est plus simple de voir les résultats rapidement. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on n'est pas habitué, mais que tranquillement, les grandes entreprises commencent à adopter. Donc, ça permet de créer de la valeur extrêmement rapidement de travailler avec une startup. Si on veut arriver rapidement à un objectif, on va y arriver rapidement. La startup, c'est elle qui a la vélocité entre les deux. Pour la startup, elle, de son côté, c'est vraiment leur expliquer que les entreprises ont souvent des processus qui sont beaucoup plus complexes, qui vont provoquer souvent des ralentissements. C'est naturel dans les démarches d'avoir du ralentissement comme ça parce qu'il y a un petit peu plus d'administratif dans
il y a du légal, il y a de l'administratif, ça passe dans les mains de beaucoup de personnes, chez nous entre autres. Donc, la start-up, elle, ne doit pas se décourager parce que ça prend du temps. Ça peut être tout à fait normal que ça prenne du temps, donc elle doit faire preuve de patience, elle doit faire confiance au processus aussi. Et c'est sûr qu'avec Porte de Montréal, sur nos slide decks, quand on parle avec d'autres clients, ça amène un petit boost de confiance pour les clients potentiels. Effectivement. Est-ce que ça vous a aidé à aller chercher d'autres financements, à lever du capital, d'avoir un projet avec une grande entreprise? Donc, lever du capital, c'est quelque chose qui est compliqué pour commencer. C'est pas quelque chose on a juste le pas, c'est fini, million de dollars qui rentrent, là. Mais c'est quelque chose qui est très compliqué. Donc, c'est un jeu d'avoir ce qu'on appelle l'attraction, les clients, le revenu, l'équipe, on règle un bon problème qui a une taille de marché qui est énorme. Donc, il y a plusieurs facteurs qui sont importants pour lever le capital de risque. Mais c'est sûr que le premier point, juste l'attraction, avoir des clients, avoir du revenu, ça c'est très important aussi. Peut-être le point le plus important. Et donc, c'est sûr que dans ce contexte-là, ça aide vraiment beaucoup. Oui. Simon, on l'a vu dans la discussion, le projet n'est pas encore terminé, mais est-ce que tu peux commencer à nous dire un petit peu c'est quoi les avantages, c'est quoi les bénéfices que vous allez retirer de ce projet? Oui, absolument. Mais après les analyses préliminaires qui ont été faites par World Vision au long du mandat, on anticipe en fait des économies qui peuvent aller jusqu'à 110 000 tonnes de CO2 d'économiser par année. Ce que ça veut dire pour le commun des mortels, c'est que ça représente environ 5% de nos opérations ferroviaires au port dans une année. Ça peut paraître pas beaucoup, 5%, mais c'est quand même considérable parce que chez nous, on a déjà des locomotives qui sont hybrides. Donc, c'est des locomotives qui sont considérées comme vertes déjà. Optimisées. Oui, donc on a déjà optimisé beaucoup de nos processus au niveau de la réduction de GS de nos locomotives. Donc, c'est un gain sur quelque chose qui est déjà optimisé de 5%. Donc, c'est quelque chose qui est quand même assez qui n'est pas négligé, c'est considérable. OK. Excellent, super. Qu'est-ce que vous donneriez, que ce soit Dave ou Simon, comme conseil à des entrepreneurs ou à des grandes entreprises qui voudraient faire affaire ensemble, comme dans votre cas? Est-ce qu'il y a un conseil ou deux pour faciliter la relation entre une grande entreprise et une start-up? Je peux le donner pour les deux, les entrepreneurs et les grandes entreprises. Donc, pour les entrepreneurs, les conseils sont peut-être juste des conseils évidents, comme oui, ça vaut la peine. C'est ça, si les entrepreneurs sont toujours en train de trouver de nouvelles opportunités, donc ça, c'est une des meilleures opportunités qu'une jeune entreprise pourrait avoir. Donc, c'est ça, c'est juste, c'est comme, go for it, allez-y, c'est une très belle opportunité. Pour les grandes entreprises qui ne travaillent pas beaucoup avec les startups, pour moi, c'est un investissement de travailler avec une startup. Je vois ça un peu comme la différence entre engager un stagiaire ou quelqu'un qui a 20 ans d'expérience. Oui, la personne avec 20 ans d'expérience va partir le projet un peu plus vite au début, peut-être. Il va avoir plus de maturité, mais le stagiaire, c'est un investissement. Des fois, tu fais des bons investissements, des fois un peu moins bons. Mais si, par exemple, tu as réussi, c'était toi, c'était l'entreprise qui a eu l'opportunité de trouver cette belle entreprise qui va continuer à développer. Même la grande entreprise pourrait influencer un peu le product roadmap, tout ce qui a rapport avec la solution. Donc, je vois ça un peu comme juste l'opportunité de travailler avec l'entreprise quand l'entreprise est encore jeune, avant que l'entreprise commence à trouver d'autres contrats, d'autres clients, et avoir cette influence sur l'entreprise de vraiment créer une solution qui règle les problèmes pour la grande entreprise. Si je pouvais ajouter là-dessus aussi, un des grands bénéfices de travailler avec une start-up aussi, la start-up n'existe pas parce qu'elle répond aux mêmes besoins que les autres entreprises. Elle va exister parce qu'elle répond à quelque chose de nouveau sur le marché. Donc, de réussir avec une start-up, ça veut dire que c'est un avantage compétitif. Donc, quand on s'engage avec une start-up dans quelque chose,
on s'engage à essayer d'aller chercher un avantage compétitif sur nos compétiteurs. Donc ça, c'est peut-être le point qui est le plus important à considérer comme gain potentiel. Mais en reculant aussi, il faut être capable, en tant que grande entreprise, nous, on est chanceux d'avoir nous qui faisons de l'innovation, on est chanceux d'avoir une haute direction qui favorise l'innovation, qui aussi accepte le risque, qui a une bonne tolérance au risque. Dans le fond, nous, on dédie des montants à l'innovation ouverte à chaque année. Puis, il faut tester des choses, il faut tester des collaborations, c'est important. Il ne faut pas s'attendre nécessairement à avoir un résultat positif à chaque fois. Il y a des choses qui vont arriver à terme, il y a des choses qui vont s'arrêter en milieu de parcours, qui vont être reprises plus tard, des choses que, on va dire, finalement, c'est peut-être pas dans le sens que je voulais aller au départ, mais l'important, c'est de tester. Il faut dédier des budgets, puis il faut, si on est capable aussi de dédier des équipes, on dédie des équipes aussi parce que les équipes qui vont travailler sur les projets avec les startups vont poser beaucoup de questions, vont être impliquées parce que c'est des startups, n'auront pas le choix de faire du transfert de connaissances pour que la startup puisse comprendre la réalité dans laquelle elle va se situer, peut-être qu'il est nouvelle pour la startup. Puis en échange, la startup va beaucoup partager sur ses façons de développer, sur les nouvelles technologies qui sont utilisées. Donc les équipes internes, c'est comme des formations gratuites aussi. Donc c'est un bon échange de procédés. Tout le monde apprend de ça, puis tout le monde grandit de ça. Je suis peut-être l'exemple numéro 1, c'est que je suis arrivé ici en 2018, aucune expertise en innovation. Puis j'arrive aujourd'hui, puis je suis capable de parler de beaucoup de choses, puis de comprendre, puis de faire du développement avec les startups, proposer des choses, puis collaborer aussi pour essayer de déboguer. Ça va très loin, donc on apprend extrêmement rapidement. La courbe d'apprentissage est bonne pour tout le monde. Puis même si on va dire on a perdu de l'argent parce que le projet ne va pas à terme, on n'a pas perdu de l'argent, on a payé pour des bonnes formations. C'est un peu ça au final. Donc, il y a pas c'est un win-win au final. Oui, c'est ça. Et juste pour ajouter encore un point, je vois ça aussi comme un cycle positif. Chaque fois, sûrement du côté du start-up, c'est comme à chaque fois qu'il y a un client, une grande entreprise qui nous aide, ben, ça nous permet d'aller chercher une autre subvention, une meilleure conversation avec un investisseur. Après ça, on va avoir peut-être plus d'argent, engager plus de monde, peu importe l'avantage qu'on va avoir de ça, mais on va le réinvestir dans le même projet encore. Comme, juste pour vous donner un exemple très très concret, on a plusieurs clients. Port de Montréal, c'est un des clients qui est très important. Avec ça, on a eu une nouvelle ronde de financement. Avec la ronde de financement, on va engager plus de développeurs qui vont travailler exactement sur le projet pour le Port de Montréal. Donc, même le contrat qu'on a signé il y a 1 an, peut-être que ce ne serait pas le même contrat si c'était signé aujourd'hui avec une compagnie qui est maintenant 3-4 fois plus de monde que quand on a signé le projet. Donc, c'est ça, c'est vraiment un investissement dans une compagnie. Donc, c'est un partenariat gagnant-gagnant. Aussi bien la grande entreprise que la start-up. Excellent. Et merci beaucoup d'avoir partagé vos histoires qui sont toujours en cours d'écriture d'ailleurs, mais de les avoir partagées avec nous dans cette édition. Et justement, nous, chez Startup Montréal, on est content aussi de vous dire qu'on a développé un nouveau programme d'innovation qui prend la forme d'une communauté d'intérêt, justement, pour partager les meilleures pratiques en termes de collaboration entre les startups et les grandes entreprises, des meilleures pratiques, mais aussi des ressources, des histoires à succès comme la vôtre. Donc c'est ça, on lance notre page web innovation aujourd'hui et on vous invite à aller la voir pour commencer à y découvrir le contenu, et si vous souhaitez rejoindre cette communauté d'intérêt, vous pourrez y retrouver toutes les ressources. Voilà, merci beaucoup encore une fois et merci de nous avoir accueillis au Syntec. Ça fait plaisir. On vous retrouve pour la dernière édition 2022 des Mercredis Startup le mois prochain avec Zou. Merci beaucoup. Merci.